on a affaire là à un tribaliste radical, vous voyez, endogame, et qui pointe du doigt. Et qui pointe du doigt la non-assimilation des autres. d'une communauté particulière en France. Voilà, les religions chrétiennes et de race blanche. Voilà, et t'as un petit berbère, tu vois, qui est là, qui te récite ça tout le temps à longueur de journée. Ça me rappelle, tu sais, c'est quand Hitler il t'expliquait la race aryenne et qu'il est à l'opposé, tu vois. À chaque fois je l'entends dire ça. Je suis Éric Zemmour, hein, c'est simplement une certaine bourgeoisie. Et d'ailleurs, de toute façon, Éric Zemmour n'a pas pour projet d'accéder à la présidence, parce que si véritablement il voulait être président de la République... Salut Youssef. Alors, ça fait super plaisir. Merci d'avoir accepté cet entretien. Ça fait vraiment un plaisir. Beaucoup de mes abonnés m'ont sollicité pour me dire voilà, pourquoi pas, puisque je voulais aborder la question de ce qui va être le sujet principal prochainement avec les élections présidentielles qui approchent. Et justement, je voulais m'entretenir avec toi, te poser certaines questions. Mais avant cela, déjà, je te laisse te présenter et après on rentre dans le vif du sujet. Alors, je m'appelle Youssef Indy, je suis chercheur indépendant, historien géopolitologue. Je suis l'auteur de 9 livres à ce jour. Le prochain sort là très très bientôt, qui s'appelle Covidisme et Messianisme aux éditions KA en collaboration avec Strategica. Strategica est un think tank que j'ai cofondé avec Pierre-Antoine Plaquevent, qui est un think tank de métapolitique, sciences politiques, philosophie politique et surtout de géopolitique. Et donc, j'ai écrit un certain nombre d'ouvrages sur les origines messianiques du sionisme, par exemple, premier ouvrage, la mystique de la laïcité, généalogie de la religion républicaine. J'ai écrit les mythes fondateurs du choc des civilisations, sur l'histoire des rapports entre l'Europe chrétienne et le monde musulman. J'ai écrit Occident Islam, tome 2, sur ces genèses messianiques du sionisme. Ça, c'est le tome 1. Le tome 2, c'est le paradoxe théologique du judaïsme. C'est sur la genèse de la religion juive de l'Antiquité, de la Mésopotamie à la période perse. Donc voilà, j'ai un certain nombre d'ouvrages à mon actif et des dossiers aussi qu'on publie sur le site strategica.fr. L'autre Zemmour qui est là, c'est celui qui va nous intéresser. Voilà, qui est paru donc aux éditions KK, Contre-Culture. Donc le dernier, ton dernier ouvrage. C'est pas le dernier, c'est pas le dernier, parce qu'après celui-là, j'ai sorti l'islam politique, ouais, c'est mon métier, l'islam politique aux éditions KA, toujours avec Strategica. Et là, le tout dernier sort la semaine prochaine, c'est Covidisme et Messianisme, et en sous-titre Tyrannie sanitaire, crise religieuse et sacrifice. Voilà, KA édition en collaboration avec Strategica. Voilà. Alors, effectivement, tu as un écrivain prolifique. Oui, combien d'heures par jour, comme ça, à peu près, ou par semaine? Ça dépend des périodes. Je travaille en général 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7. Pour mon premier livre, j'étais à un gros rythme de 15 heures par jour. Pour le premier livre, sachant que le premier aussi incluait une partie de ceux que j'ai produits par la suite, mais en général, disons que c'est 4, 5, 6, 7, 8, 9 heures de travail par jour. Ouais. Quand je suis en période d'écriture, c'est impressionnant. Jusqu'à 10 heures. Ouais, ce rythme-là, tu vas être le Michel Onfray là, de la géopolitique. J'essaie de produire quand même du contenu. Michel Onfray apparemment ne fait que de la redite. Et de répéter ce qu'il a dit. Moi, je suis un chercheur. Tu es chercheur, c'est ça. Voilà. Et ton domaine de prédilection, c'est géopolitique, religion apparemment, parce qu'il y a pas mal de religions, islam, judaïsme, un peu moins christianisme. C'est ça, c'est géopolitique, religion, histoire ces deux. Alors, mon premier livre va te permettre d'avoir une introduction sur mon domaine de prédilection, qui est effectivement à la fois la religion, mais plus précisément le messianisme juif et la géopolitique. Donc la religion, les idéologies modernes et la géopolitique. Mon premier ouvrage, donc paru en 2015, Occident Islam, tome 1, Sources et genèse messianique du sionisme, de l'Europe médiévale au choc des civilisations. C'est un ouvrage dans lequel je retrace l'origine du sionisme pour la première fois depuis le Moyen-Âge, donc depuis le XIIIe siècle jusqu'à nos jours, et je montre comment ce
ce sionisme messianique, donc qui est d'essence religieuse, contrairement à ce qu'ont disaient les autres historiens avant moi. Ce mouvement religieux, donc idéologique, qui va prendre une forme, va se laïciser au XIXe siècle, va avoir une influence majeure sur la géopolitique mondiale, une partie en tout cas de la géopolitique mondiale, et la géopolitique des empires britannique et empire américain, donc anglo-américain, ce qui est un angle d'attaque, disons un angle d'analyse de la géopolitique mondiale qui est assez inédit. Je pense l'avoir inauguré. Voilà. En gros, l'intersection des deux de géopolitique et religion, c'est que comment analyser un peu la géopolitique, peut-être à travers le regard de l'histoire des religions. C'est surtout, dans mon cas, dans le cas du messianisme, c'est comment le messianisme ou la religion, surtout la vision eschatologique d'une certaine minorité, mais qui est puissante, va influer sur la politique et la politique extérieure d'un certain nombre de puissances géopolitiques. Alors, on va y venir. C'est ma curiosité qui m'a un peu dépassé. On allait venir sur la deuxième partie. Sur la première partie, je voudrais qu'on parle un petit peu justement du livre que tu as présenté, L'autre Zemmour, et donc s'intéresser au cas Zemmour. Déjà, qu'est-ce qui t'a inspiré ce livre? Et tu l'as dit, tu l'as publié à peu près en février 2021. Comment tu as pressenti qu'il allait voir, parce que là, pour le coup, tu as eu des creux, tu as pressenti qu'il allait avoir une propulsion médiatique d'Éric Zemmour, ou qu'est-ce qui t'a inspiré? Faut revenir en 2016, en fait. Parce que j'ai écrit beaucoup d'articles, donc j'ai écrit 9 livres, mais j'ai écrit des dizaines et des dizaines d'articles, peut-être une centaine. Et parmi ces articles-là, j'en ai écrit 2 sur Zemmour, avant la publication de cet ouvrage. Un en 2016, qui s'appelait Qui sont les faiseurs d'opinion en France. Donc c'était un article sur Benny Lévy, Bernard-Henri Lévy, Alain Finkielkraut et Éric Zemmour. Et déjà à l'époque, cet article-là, paru en mai 2016 sur Arrêt sur Info, déjà dans cet article, je pointais du doigt le rôle d'Éric Zemmour, le rôle idéologico-politique d'Éric Zemmour, notamment son discours des guerres civiles, et je commençais déjà à expliquer quel était son objectif et l'objectif de l'appareil médiatique. Ensuite, j'ai donné une conférence en octobre 2016 à Nice, chez Culture Populaire, une association que je salue au passage. Et lors de cette conférence, pendant les questions-réponses, on m'avait posé la question sur l'avenir de la France et on m'avait demandé si il allait y avoir une guerre civile ethnique, comme celle qui est prônée par Éric Zemmour et consorts. Et j'expliquais à l'époque, donc on était en 2016, je disais qu'il allait y avoir une révolte de la population française sur une base socio-économique et que ce n'était pas dans la tradition française d'entrer dans des conflits ethniques. Et j'expliquais qu'Éric Zemmour, lui, son travail, c'était justement cela, c'est-à-dire dévier la colère de la population vers un bouc émissaire, disons les musulmans, qui, dans cette stratégie, doivent servir de bouclier à l'oligarchie que lui protège. Déjà, à cette époque-là, j'avais pointé du doigt la tradition à laquelle il appartenait, assimilationniste, parce qu'il parle de sa pseudo-assimilation à la culture française. Déjà à l'époque... Pourquoi pseudo? J'avais pointé du doigt à l'époque qu'il n'était pas assimilé. Il n'était pas si... Il n'est pas du tout... En fait, c'est quoi pour lui l'assimilation? Il dit que les musulmans, les maghrébins ne sont pas assimilés parce que... lui, c'est changer de prénom. Voilà, changer de prénom. Et 2, il dit les maghrébins pratiquent l'endogamie, c'est-à-dire le mariage dans la tribu ou le mariage dans la même communauté. Or, il s'avère que ce qui est pas totalement vrai, parce que si on regarde les statistiques, là je me base sur la démographie, en France, les mariages mixtes, c'est-à-dire le mariage de maghrébins avec des Français de souche, de 20, 30, 40%.
Donc c'est un taux assez élevé. Alors que Éric Zemmour lui-même est marié dans sa propre communauté. Il n'est pas croyant, mais il va à la synagogue tous les samedis, il fait les bar mitzvahs des garçons, il sépare la vaisselle à la maison, tout ça sans être croyant. Et on a appris récemment que sa conseillère intime, pour ne pas dire autre chose, Sarah Knafo, est elle aussi membre de sa communauté juive algérienne, et que c'est la fille d'un ami à lui, hein, donc on est toujours bien dans l'endogamie dans la tribu, qu'il a connue, elle, lorsqu'elle avait 13 ans. Alors je ne dis pas qu'ils sont ensemble depuis qu'elle a 13 ans, je dis simplement que c'est la fille de son ami et qu'ils se connaissent depuis l'âge de 13 ans. Donc on a affaire là à un tribaliste radical, vous voyez, endogame, et qui pointe du doigt la non-assimilation des autres, d'une communauté particulière en France. Donc, c'est son discours, moi, qui m'a amené à m'intéresser justement à une partie de sa vie privée, mais c'est pas sa vie privée qui est la plus intéressante, c'est surtout son rôle illustrer politique. Voilà. Donc, illustrer la contradiction. Et ensuite, en 2018, j'ai écrit un article qui s'appelait Éric Zemmour, assimilation ou dissimulation, point d'interrogation, et j'expliquais qu'en réalité, lui n'était pas un assimilé, mais un dissimulé. D'ailleurs, j'ai un chapitre dans cet ouvrage qui s'appelle Assimilation, dissimulation. Je reprends ça, cet article, puis je l'approfondis. Alors ensuite, on en vient au livre. Ce livre, c'était une commande, parce qu'en fait, j'avais écrit ces articles-là, j'avais produit des analyses même publiquement. J'avais dit déjà à l'été 2020 que le rôle d'Éric Zemmour et consorts, donc de ses copains néoconservateurs, y compris Michel Onfray, était d'aider Emmanuel Macron à sa réélection. Sa réélection, tout à fait. Voilà. Donc j'avais senti ça, mais avant cela, je n'avais pas le projet d'écrire un livre sur Éric Zemmour. Mais c'est une commande au départ pour une autre maison d'édition, pas pour Contre-Culture, une autre maison d'édition qui était intéressée, donc qui a lu le premier manuscrit de l'autre Zemmour, c'était l'été 2020, pardon. Et donc j'ai rencontré la maison d'édition, le patron de la maison d'édition et le PDG, du groupe auquel appartient cette maison d'édition, qui étaient d'accord pour éditer le livre. Ils étaient très motivés parce que Zemmour avait déjà le vent en poupe depuis 2019, depuis en fait CNews face à l'info. Il y avait toute une machine qui s'était mise en place dès ce moment-là. Et puis je les rencontre, ils me disent on t'envoie le contrat la semaine prochaine, donc on est en juin 2020, et une semaine, 2 semaines, 3 semaines passent, aucune nouvelle. Et finalement, ils me disent que... alors, le patron me dit que l'attaché de presse ne se sent pas de défendre ce livre. Et c'est l'éditeur qui met tout sur le dos de son attaché de presse, ce qui est assez cocasse. Et en fait, j'apprends que l'éditeur connaît personnellement Éric Zemmour, qu'il a mis au courant Éric Zemmour de l'existence de ce manuscrit. Éric Zemmour, par l'intermédiaire d'une amie qu'ils ont en commun, a demandé à avoir ce manuscrit pour Éric Zemmour. Et ensuite, c'est là que l'éditeur a fait marche arrière. Alors, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé en coulisses. Par contre, j'ai eu un certain nombre d'échanges avec Éric Zemmour lui-même. Et je l'ai cuisiné, disons, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Et il a fini par me lâcher que son ami, donc Éric Zemmour, qui est une amie aussi de l'éditeur, lui a demandé de ne pas l'éditer. Voilà. Intéressant. Donc, il le savait. Et toi, quand tu dis que ça permettrait, toi, tu l'as dit au passé, tu voyais comment dire, Zemmour comme une certaine... un passage qui permettrait en fait d'offrir la voie royale à Macron. C'est ce que je pense moi actuellement encore. C'est que voilà, ça permet de diviser un petit peu l'extrême droite qui était ce que Macron espérait avoir en fait en face de lui au second tour. Et là, voilà, pour changer de 2017, on aurait une nouvelle tête et ensuite Macron serait réélu. Toi, ça a changé ta position parce que certains disent oui, mais attention, vous savez, Trump, on s'en moquait et maintenant, ensuite, on pensait qu'il Hillary Clinton allait largement le battre et finalement ça s'est retourné. Toi, tu as changé d'avis par rapport à ça? Moi, je n'ai pas changé d'avis depuis l'été 2020.
Pas du tout, parce que ensuite j'ai accordé une interview à l'hebdomadaire Rivarol en novembre 2020. Novembre Ouais. 2020, donc et l'interview est sur mon site aussi, cfindi.fr, donc vous pouvez la retrouver. Tout est d'ailleurs, c'est un hebdomadaire écrit, donc voilà, les écrits sont là. Et je disais à ce moment-là, voilà comment Éric Zemmour va présenter les choses. Il dira, à l'époque, on ne parlait pas encore de sa candidature. J'ai dit, il dira, le réel m'a donné raison, j'ai réussi à influencer le président de la République et je m'en félicite. Donc moi, c'était ça ma position. Je disais, le rôle d'Éric Zemmour, c'est d'attirer Emmanuel Macron vers la droite. Je disais qu'ils allaient soit même l'extrême, je disais qu'ils allaient soi-disant le transformer en néo-souverainiste, mais en réalité en néo-conservateur, l'attirer vers la droite, et en gros, Zemmour pourrait se présenter comme celui qui a réussi à influencer le président de la République. Qu'est-ce qui s'est passé récemment? En septembre, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, annonce publiquement qu'il y aura une réduction de l'octroi par la France de visas aux ressortissants maghrébins. Donc de 50% pour les Marocains, les Algériens, moins 30% pour les Tunisiens. Et Éric Zemmour fait une vidéo juste après, le 28 septembre, sur sa chaîne YouTube, où il dit « Gabriel Attal m'a intronisé comme inspirateur d'Emmanuel Macron. Eh bien, puisque je suis maintenant l'inspirateur d'Emmanuel Macron, je vais vous donner d'autres... il a dit consacré. Gabriel Attal m'a consacré comme inspirateur d'Emmanuel Macron, donc je vais vous donner d'autres solutions pour faire diminuer. Voilà. Donc, c'est précisément ce que j'annonçais, c'est-à-dire que Éric Zemmour, va faire semblant de peser de son poids et d'être numéro, voilà, faire son numéro et se disant l'inspirateur d'Emmanuel Macron. Et déjà, il avait commencé cet été, en 2021, en disant, dans son livre d'ailleurs, que lorsqu'il a eu Emmanuel Macron à téléphone pendant 45 minutes, Emmanuel Macron lui a demandé une note sur l'immigration. Voilà, en disant en gros qu'il y a eu d'autres fuites de l'Élysée disant qu'Emmanuel Macron trouvait intéressant Éric Zemmour, etc., etc. Donc on était, comment dire, là on était dans la confirmation de ce que j'annonçais l'année dernière. Maintenant, pour ce qui est de l'extrême droite, le rôle de Zemmour, c'est de remplacer Marine Le Pen. C'est-à-dire que c'est le fameux grand remplacement. Voilà, c'est ce que j'ai écrit un article qui s'appelle l'opération Zemmour-Macron et le grand remplacement de l'extrême droite. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, Emmanuel Macron est tellement impopulaire que même la très médiocre Marine Le Pen pourrait passer face à lui, en fait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est plus profond encore, c'est que l'extrême droite représentée par Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire un Français de souche breton, doit aussi disparaître et être remplacé par Éric Zemmour et toute sa clique. C'est-à-dire qu'on a un juif algérien pseudo-assimilé qui est un tribaliste radical, avec derrière lui des gens comme Julien Madar et Jonathan Nadler. Il y en a un qui est banquier chez JP Morgan, qui rédige le programme économique, donc Nadler, et Madar, Julien Madar, c'est un ancien de chez Rothschild qui s'occupe de la levée de fonds. Ses patrons à Zemmour, c'est Dassault, Nedjar, Saada et Bolloré Goldschmidt. Vous voyez ? Et en fait, toute cette manœuvre consiste effectivement à faciliter... Donc, quand tu dis les patrons, c'est tous les, excuse-moi, c'est tous les propriétaires de médias. Les propriétaires de médias pour lesquels ils travaillent. Pour être précis, voilà, c'est Le Figaro qui appartient à Dassault, CNews qui est dirigé par Serge Nedjar. Serge Nedjar. Le patron de Canal+, c'est Maxime Saada. Et le propriétaire du groupe Canal+, c'est Vincent Bolloré-Goldschmidt. Voilà. Il édite aussi chez Valeurs Actuelles ou non? Non, il a peut-être des chroniques, je ne sais plus. Mais il est très présent en fait dans Valeurs Actuelles.
et notamment Geoffroy Lejeune, un journaliste de Valeurs Actuelles, et son ami, et en fait, quasiment toutes les semaines ou tous les mois, il fait la une de Valeurs Actuelles. Valeurs Actuelles qui appartient au milliardaire libanais Iskander Safa, ami de Nicolas Sarkozy. En fait, le point commun de tous ces milliardaires, c'est Nicolas Sarkozy. Voilà. Ah. Donc, en fait, oui, ce sont tous des sarkozystes. Zemmour aussi est un ami de Sarkozy, il se connaît depuis 30 ans. Et en fait, l'opération Zemmour, c'est l'opération Sarkozy. C'est pour ça que je parle de macro-zemmourisme, mais en fait, il faudra appeler le macro-sarkozysme. Parce que dans l'équipe qui est derrière, autour de Zemmour, il y a, bon, je l'ai dit, Rothschild, un ancien de chez Rothschild, JP Morgan, et il y a aussi des macroniens et des sarkozystes. D'accord. Voilà. Okay. Donc, c'est ça son rôle. Et donc, comme je l'ai dit, de remplacer l'extrême droite française de souche qui doit disparaître et avec elle, tout son héritage qui peut être qui est vu de... Voilà, et toutes ces traditions comme dangereuses. Parce que souvent, quand on dit que, tu vois, on a tendance à présenter, on dit oui, Zemmour, le Trump français, quand on en parle, soi-disant, des journaux étrangers, alors qu'en réalité, s'il y avait un Trump français, c'était plutôt du côté de la famille Le Pen, des Français de souche, avec leurs traditions, ainsi de suite. Alors que là, c'est très marrant d'entendre quelqu'un qui cite De Gaulle à tout va. Et en plus, tu sais, la fameuse citation, le peuple français, tu sais, de culture européenne, voilà, ainsi de suite. Religion chrétienne et de race blanche. Voilà, est un petit berbère, tu vois, qui est là, qui te récite ça tout le temps à longueur de journée. Ça me rappelle, tu sais, c'est quand Hitler il t'expliquait la race aryenne et qu'il est à l'opposé, tu vois. À chaque fois je l'entends dire ça, tu sais, et la grosse imposture aussi, c'est quand tu sais, le mec qui te parle de Gaulle, des valeurs, ainsi de suite. Et le gars, il est là, il se présente pas sa candidature, qui est quand même, mais il est là en train de vendre ses livres. Oui, et puis surtout, il y a des contradictions chez lui il est omniprésent dans les médias, alors qu'on a affaire à un chroniqueur, un éditorialiste, qui n'a même pas encore annoncé sa candidature, et il a déjà tous les médias qui le mettent en avant, qui le plébiscitent, et BFM TV, qui appartient au milliardaire israélien Patrick Drahi, qui lui organise un débat face à Mélenchon, minuté, donc ça veut dire qu'implicitement, c'est un candidat, et en plus de ça, il est en fait le candidat de l'extrême droite qui débat à la place de Marine Le Pen face à Jean-Luc Mélenchon. C'est un parachutage. Et là, elle est là la différence avec Donald Trump. C'est que Donald Trump est un milliardaire. Les milliards, c'est lui qui les a. Éric Zemmour est un salarié de milliardaire. C'est pas quelqu'un de libre. Quand bien même... il serait sincère en fait dans son projet, dans son programme, dans ses dires, il n'aura de toute façon pas la marge de manœuvre pour faire ce qu'il annoncerait s'il était véritablement un souverainiste. C'est d'ailleurs pour ça en fait que le Zemmour d'aujourd'hui est en contradiction avec le Zemmour d'hier qui disait qu'il fallait sortir de l'euro et de l'Union européenne. Aujourd'hui, il dit qu'il faut rester dans l'euro, rester dans l'Union européenne. C'est ça qui est contradictoire. Rester dans l'OTAN, simplement sortir du commandement intégré, mais en restant dans l'OTAN. Donc ça veut bien dire qu'il a des patrons, des gens qui sont au-dessus de lui, et qui lui donnent des directives pour qu'il soit en fait politiquement correct sur toutes ces questions-là. Parce que, en fait, Éric Zemmour est politiquement correct. Son discours sur l'islam, sur l'immigration, Sarkozy avait déjà fait le coup en 2007. Quand il est parti à Drancy, Sarkozy avait déjà fait le coup en 2007. À Argenteuil. Il avait dit vous en avez marre de toute cette racaille, etc. Donc, on va sortir le Karcher. Voilà, Sarkozy comme Éric Zemmour sont des agents, de milliardaires cosmopolites, pour ne pas dire autre chose. Alors que Donald Trump était quelqu'un qui était autonome sur le plan financier. On n'est pas du tout dans la même configuration. Voilà. Donc, ce n'est pas. Donc c'est vraiment le 2.0 c'est vraiment le Sarkozy 2.0 en saupoudrant un petit peu, en même temps en saupoudrant un petit peu de discours pseudo-nationalistes, vraiment pseudo-nationalistes, parce que voilà, il balance les citations et en plus souvent quand il reformule tout comme ça l'arrange sans aucun problème. Il cite des Ibn Khaldun, de grands auteurs et il n'a pas de souci avec ça, hein, de tout remodifier les citations et de les approprier en fonction de ce qui l'arrange. C'est un grand spécialiste et c'est vrai que comment
se fait-il qu'il arrive à trouver donc finalement l'adhésion du peuple français et qui n'arrive pas à avoir quand même la supercherie qui paraît quand même évidente, quoi. Alors, d'après les sondages, c'est pas le peuple français qui est derrière lui. En gros, c'est l'électorat filloniste, c'est-à-dire la bourgeoisie, les cadres CSP+. D'ailleurs, l'électorat qu'il a déjà aspiré, d'après les sondages, à Marine Le Pen, au Rassemblement national, ce sont les cadres. C'est pas les ouvriers. Ils ne touchent pas les ouvriers en réalité. Ils ne touchent pas la France périphérique, ils ne touchent pas les gilets jaunes. Ils touchent une certaine droite bourgeoise des villes. D'accord. Donc, c'est un peu l'électorat filloniste. Il n'arrive pas justement, parce que de toute façon, son discours sur l'économie où il dit il y a des chômeurs professionnels, il y a des travailleurs professionnels qui travaillent pour des chômeurs professionnels, en disant que le problème c'est l'État-providence, en disant qu'il faut rester dans l'euro, dans l'Union européenne, etc. D'instinct, les Français de la France périphérique, des catégories populaires ne trouvent pas écho, en fait. Ils ne trouvent pas écho dans ces populations-là. Donc, c'est un candidat de la bourgeoisie de droite. C'est-à-dire que ce qui est frappant avec cette élection, c'est que la question sociale et économique est totalement occultée. Elle passe à la trappe, même du côté de Mélenchon. Hein. Mélenchon, il n'en parle plus. Hein. Il parle de l'écologie, il parle de la créolisation, il est sur des sujets sociétaux. Et Éric Zemmour, il est sur des sujets religieux, quoi. Il est sur le choc des civilisations. Donc, ils ont réussi à évacuer totalement du discours politique les classes moyennes qui sont en cours de déclassement et les catégories populaires, ce qui ne fera qu'aggraver en fait les tensions. Et Éric Zemmour, c'est une diversion. C'est quelqu'un qui parle de l'islam, des musulmans du matin au soir, 7 jours sur 7, pour justement essayer de masquer le fond du problème, la cocotte minute sociale et économique qui est en train de bouillir et qui risque d'exploser. C'est tout le but de la manœuvre. Hein. Faut pas croire que le peuple français suit Éric Zemmour. Hein. C'est simplement une certaine bourgeoisie. Et d'ailleurs, de toute façon, Éric Zemmour n'a pas pour projet d'accéder à la présidence, parce que si véritablement il voulait être président de la République, il n'aurait pas ce discours caricatural, notamment sur l'islam. C'est pas, comme le soulignait le géopolitologue français qui vit à Moscou, Xavier Moreau, et il disait récemment, Éric Zemmour, avec son discours sur l'islam, il risque de provoquer des conflits diplomatiques, parce qu'il y a de très nombreux pays musulmans avec qui la France ne pourrait plus traiter si elle a à sa tête un chef d'État qui passe son temps à les insulter. C'est comme Emmanuel Macron qui va au Liban et qui dit le blasphème, ça fait partie de la tradition française. Il faut être complètement stupide pour dire ça, et en plus de ça au Liban. Et de diffuser les caricatures en disant ça a été c'est la tradition française. En Moyen-Orient, ça a été un tollé. C'est totalement irresponsable. Donc, ce type de discours, si vraiment il voulait être chef d'État, il ne tiendrait pas ce type de discours. Quand vous voulez accéder... Surtout quand on a des contrats juteux, notamment avec l'Arabie Saoudite. Vous voulez être président d'un pays... Vous êtes président d'un pays dans lequel il y a, que vous le vouliez ou pas, c'est un fait, à peu près 10% de la population de confession musulmane. Et vous dites, moi je vais être président de la République, c'est ce qu'il a dit à des milliardaires avec qui il a dîné en juin dernier, notamment Henri de Castries, je ne vais pas faire la révolution économique si je suis président, je ne vais m'occuper que d'une chose, c'est le choc des civilisations. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va arriver à la tête de l'État et il va envoyer l'armée tirer sur les musulmans. Mais c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Et tout ce que ça indique, c'est que en fait, il fait de la surenchère, pour faire diversion, et 2, pour faciliter la réélection d'Emmanuel Macron, parce que aucun peuple ne va voter pour un type hystérique qui est obsédé par une catégorie de la population
à qui il veut faire la guerre. Ça ne tient pas la route. Faut Ouais. être sérieux Et donc, toi, deux tu dis minutes. que d'ici le second tour, il va y avoir de toute façon, soit lui, il va prendre un peu de recul, soit les médias ressortiront quelques dossiers, parce qu'on rappelle, hein, il est quand même notamment en plus condamné par la justice. Et du coup, il risque pas, selon toi, de gagner les élections. Non, non, bien sûr que non. Vous avez remarqué, si vraiment c'était un danger, il représentait un... En fait, Éric Zemmour joue aujourd'hui le même rôle que Marine Le Pen en 2017. C'est ça. Mais le problème, c'est que Marine Le Pen est tellement devenue Mais, molle et c'est c'est ça. tellement gauchisé, normalisé, qu'elle elle n'est même plus crédible en tant que représentante de l'extrême droite. Mm. Donc, quoi qu'il en soit, de toute façon, il faut qu'elle dégage et il faut qu'elle soit remplacée par quelqu'un qui a, lui, un discours euh, extrémiste, disons, hystérique, pour faciliter la tâche à Emmanuel Macron. Parce que le système ne veut pas d'un Emmanuel Macron bis. Ils ne veulent pas d'une Marine Le Pen toute gentille qui dit que l'islam est compatible avec la République, etc. Non, il leur faut un discours très clivant face à Emmanuel Macron pour lui faciliter la tâche. C'est pour Absolument. ça qu'il en fait des tonnes, parce que Éric Zemmour Lui, ouais. n'est pas quelqu'un de si excité que ça, je pense. Si on voit son discours dans les années 2000, il y a il y a eu un virage très net dans les années 2010 qui indique un changement de stratégie parce qu'il parle d'islam du matin au soir, mais c'est pas quelqu'un qui connaît l'islam. C'est pas quelqu'un qui a ouvert le Coran et qui l'a étudié. Donc, c'est pas Enfin, en lui, il dit connaissant. il l'a lu, Non, non, il mais l'a pas lu. Il connaît strictement rien à l'islam. Je pense qu'il connaît très bien le judaïsme, un peu le mm. christianisme, mais il ne connaît strictement rien à Ouais, l'islam, parce que je pense que c'est pas un sujet qui l'intéresse. De toute façon, c'est de pas un toute façon. sujet d'étude. Ouais. Quelqu'un qui parle autant, c'est comme moi, je veux dire, je parle beaucoup de judaïsme, mais j'ai écrit des livres entiers sur le judaïsme. J'ai Mhm. travaillé des années sur ces sujets-là. Je peux en parler Mm. pendant des heures. Mm. Mais lui, c'est pas son cas, c'est pas un sujet qui l'a intéressé. Donc c'est bien il y a une Lui, c'est un stratégie. fan d'histoire, lui, à la base, apparemment. Oui, mais d'histoire, il a une bonne connaissance de l'histoire de France, bien qu'il la travestisse, qu'il C'est mente, ça, c'est ce que etc. je veux dire. Il a une assez bonne connaissance, mais sorti de Culture la là-dessus. France et Mm. sorti de l'Europe, Et puis muté. il connaît rien. Alors,